Ce premier tutoriel propose de dessiner le contexte des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Nous savons aujourd'hui que l'alcoolisation fœtale est la cause la plus fréquente de déficits mentaux non génétiques, donc évitables. Nous verrons les conséquences pour l'enfant, son entourage et la société qui justifient de se mobiliser dès les soins premiers. Actuellement, 11% des femmes enceintes en France déclarent consommer des boissons alcoolisées. Pourtant, près de 90% d'entre elles connaissent le message « zéro alcool durant la grossesse ». Et toutes sont exposées au pictogramme ou au message « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». De plus, ce chiffre est probablement sous-estimé du fait des sous-déclarations. Mais pourquoi consomment-elles ? Bien souvent, elles ne savent pas encore qu'elles sont enceintes. Beaucoup également ne connaissent pas les conséquences et négligent le message. Plus rarement, certaines ne sont pas capables d'arrêter, car elles présentent un trouble de l'usage sévère de l'alcool. Enfin, elles peuvent avoir d'autres priorités. On comprend les enjeux du repérage des consommations chez les femmes en âge de procréer, et ceci fait l'objet du tutoriel suivant. Mais justement, quelles sont les conséquences pour l'enfant ? Malgré le peu d'études fiables, on estime que l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale concerne au moins 1% des naissances, soit environ 8000 enfants atteints par an. Et parmi celles-ci, 1 sur 10 correspondent à des syndromes d'alcoolisation fœtale plus ou moins complets, soit environ 800 enfants atteints par an. On se retrouve ainsi avec près de 500 000 Français souffrant toute leur vie, à des degrés divers, de séquelles de l'alcoolisation fœtale. Le SAF ne constitue que la partie émergée et minoritaire de l'iceberg. Les définitions ont beaucoup évolué. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les troubles causés par l'alcoolisation fœtale ou TCAF avec dysmorphie sont appelés syndrome d'alcoolisation fœtale ou SAF, diagnostic spécifique le plus connu. Il englobe une dysmorphie crânio-faciale caractéristique dont les signes cardinaux sont des fentes oculaires étroites, un philtrum lisse et une lèvre supérieure fine, associée à une hypotrophie globale avec retard de croissance et une atteinte du système nerveux central. La notion d'exposition prénatale à l'alcool n'est pas nécessaire au diagnostic en cas de SAF complet. Voici les principales dysmorphies crânio-faciales que l'on peut observer. Il existe également des formes incomplètes ou partielles de SAF lorsque tous les éléments ne sont pas réunis, pour lesquels la notion d'exposition prénatale à l'alcool est nécessaire. Enfin, les troubles causés par l'alcoolisation fœtale ou TCAF sans SAF sont eux moins connus, mais ont une prévalence plus forte. Il s'agit d'un diagnostic plus ou moins probable lié à l'accumulation de troubles plus ou moins sévères. La notion d'une exposition prénatale à l'alcool est capitale, surtout si elle a été importante, permettant de faire le lien avec les troubles du neurodéveloppement. Le diagnostic étant présomptif, l'appellation troubles neurodéveloppementaux en contexte d'alcoolisation fœtale pourrait être utilisée. Toutes ces notions seront reprises plus précisément dans les tutoriels suivants. L'alcool est toxique, c'est certain. Mais par quel mécanisme ? Une fois ingéré, l'alcool diffuse et traverse la barrière placentaire. Le taux d'alcoolémie est ainsi identique chez la mère et le fœtus. Ce dernier ne possédant pas d'alcool déshydrogénase pour assurer la dégradation de l'alcool, est exposé à ses effets tout le temps pendant lequel il baigne dans un liquide amniotique alcoolisé. On imagine ainsi l'importance que prend l'exposition à l'alcool pour le fœtus, même pour de petites quantités bues par la mère. La toxicité de l'alcool dépend de plusieurs paramètres comme la quantité, la régularité des prises ou les alcoolisations ponctuelles importantes comme le binge drinking. Ces dernières, plus fréquentes chez les femmes jeunes, sont sans doute les plus nocives pour le fœtus. La susceptibilité individuelle de chacun, incluant les facteurs nutritionnels, la capacité à métaboliser l'alcool chez la mère et le patrimoine génétique du fœtus interviennent également. D'autres variables périnatales sont en cours d'exploration.
La toxicité de l'alcool existe tout au long de la grossesse et les conséquences sont plus ou moins lourdes. En tout début de grossesse, les 5 premiers jours, c'est la loi du tout ou rien. C'est-à-dire que la nature peut choisir d'arrêter la grossesse, mais peut choisir aussi de la poursuivre normalement selon l'importance des dégâts. Dans les 10 premières semaines de grossesse environ, lors de l'organogénèse, des malformations peuvent survenir, les crâniofaciales étant les plus connues et typiques, mais ce ne sont pas les seules. À partir de la 10e semaine, l'alcool peut provoquer une microcéphalie et des troubles du développement général et de la croissance. Ces anomalies sont particulièrement repérables lors des échographies. Enfin, de la 3e semaine jusqu'à la fin de la gestation, l'alcool peut entraver le développement cérébral, entraînant des dysfonctionnements légers à très sévères dans différents secteurs de la cognition. Ainsi, comme nous le voyons, aucune étape du développement n'échappe aux effets tératogènes et tout particulièrement à la neurotoxicité. Aucune consommation de boissons alcoolisées, quel que soit le moment, mais aussi quelle que soit la quantité, n'est dépourvue de risque durant la grossesse. Un seul message simple est à retenir, zéro alcool dès le désir de grossesse. En pratique, les actions doivent concerner 3 cibles. La première cible est la mère. Il est capital d'instaurer une relation de confiance, empathique, afin d'aborder la question de l'alcool et de donner une information claire sur les conséquences néfastes de sa consommation pendant la grossesse. Il s'agit aussi et surtout de repérer les femmes en difficulté avec l'alcool, un suivi adapté étant alors nécessaire. La deuxième cible est l'enfant. Le SAF doit se diagnostiquer à la naissance, devant la dysmorphie crânio-faciale typique, le retard staturopondéral, la microcéphalie, notamment. Dans les TCAF sans SAF, le repérage sera plus tardif. 2 situations sont possibles. Si on sait ou soupçonne fortement que l'enfant a été exposé à l'alcool durant la grossesse, on recherchera des signes cliniques évocateurs. Parfois, c'est la présence de ces signes qui nous amènera à rechercher une exposition fœtale à l'alcool non tracée jusque-là. L'orientation la plus précoce possible de l'enfant pour un diagnostic et une évaluation précise des conséquences permettra de limiter le surhandicap. On ne doit pas oublier enfin une 3e cible, l'entourage, dont l'influence parfois délétère pourrait sûrement être plus favorable. Nous vous présentons ici la bibliographie avec les principales références ayant servi à la construction de ce tutoriel. L'objectif de ce tutoriel est d'aider les professionnels de santé qui rencontrent des femmes enceintes ou en désir de grossesse à aborder la question de l'alcool afin d'en repérer les usages. Un constat est simple. Sur le certificat obligatoire du 8e jour, la consommation d'alcool durant la grossesse est tracée pour 1% des femmes. Pourquoi pas, direz-vous? Mais dans le baromètre santé, 11% des femmes enceintes déclarent avoir consommé de l'alcool durant leur grossesse, 11 fois plus, alors qu'il y a sans doute sous-déclaration. Cherchez l'erreur. Pourtant, l'alcoolisation fœtale est la cause la plus fréquente de déficit mental non génétique et ses conséquences sont graves, et surtout à vie. Il est probable que la consommation n'est pas interrogée. Parfois, souvent. Mais il est possible aussi qu'elle soit connue et non tracée, jugée comme trop anecdotique pour risquer de stigmatiser la mère. Pourquoi mettre un éventuel bazar pour si peu? Si peu vraiment? Ce n'est pas une priorité. Il y a tellement d'autres choses importantes à faire et on manque de temps. Le professionnel peut avoir le sentiment d'être intrusif, d'entrer dans une sphère privée, où la culture, la fonction sociale de l'alcool est légitimée, d'autant plus qu'il subit les mêmes influences. Il peut enfin se sentir en difficulté, maladroit, avec le risque de s'empêtrer dans un argumentaire qu'il maîtrise mal, d'avoir à gérer un aveu, entre guillemets, qui le déborde. Il y a sans doute un peu de tout cela. Prenons un peu de temps pour réfléchir et revenir aux fondamentaux. Qu'est-il utile de savoir dans le cadre du repérage de la consommation d'alcool chez la femme enceinte?
En pratique, la question fondamentale à résoudre est: a-t-elle consommé de l'alcool, quel qu'il soit, depuis le tout début de la grossesse, soit à partir de la date théorique de la conception? Si la réponse est non, et nous verrons plus tard comment aborder la question, il faut tout de même s'intéresser aux facteurs de vulnérabilité. En effet, si la patiente est fumeuse persistante, si elle a des vulnérabilités sociales et ou psychiatriques, si elle a des antécédents addictologiques, surtout s'ils persistent, si elle a souffert de violence ou si elle est elle-même violente, s'il y a des addictions connues dans l'entourage proche et si elle a des enfants placés ou porteurs de TCAF, ce nom peut être une façon de se protéger. Il peut vouloir dire différentes choses. Je n'ai pas bu à un niveau qui fait courir des risques au bébé selon mes représentations, au sein de mon environnement social et familial, dans ma culture. Je culpabilise de mes quelques consommations que je préfère oublier, ou ne pas dire à mon soignant pour préserver mon image. Ou passez votre chemin, il n'y a rien à voir, par peur d'un placement de l'enfant, par sentiment d'incapacité à arrêter de boire. Dans ces circonstances, le soignant doit avoir son sismographe qui réagit et ne doit pas hésiter à aborder la question sous plusieurs angles. Si la réponse est oui, le diagnostic positif d'exposition prénatale à l'alcool est posé. Mais il convient de se demander si elle continue. Si la consommation a été arrêtée, l'intervention brève sera centrée sur le renforcement positif, la déculpabilisation, selon les besoins. Si la consommation se poursuit, l'intervention brève sera centrée sur la prise en charge addictologique par le soignant ou le plus souvent par une ressource de proximité. Ainsi, le diagnostic d'exposition prénatale à l'alcool sera systématiquement tracé dans le dossier et dans le carnet de maternité sous la forme oui déclaré ou non déclaré. Il est important également de noter les facteurs de vulnérabilité identifiés. Si on voit mieux maintenant quel est l'objectif pragmatique de ce repérage par un soignant non addictologue, il n'en demeure pas moins qu'il y a un savoir-faire à acquérir pour aborder la question de l'alcool. 61% des médecins généralistes déclarent aborder le sujet de façon systématique avec leurs patientes, ceci étant probablement très surévalué du fait du biais de désirabilité sociale. Je dis ce que je pense bien de faire. Nous avons vu les difficultés faisant obstacle à l'abord de la question pour les soignants et la femme, et il ne faut pas oublier l'entourage. N'oublions pas également nos propres représentations, dans une culture si imprégnée des valeurs sociales, conviviales et mercantiles de l'alcool. Pour ces raisons, il est important avant tout de travailler à établir une relation de confiance avec la patiente et son entourage, et de ne pas se placer sur le registre de la morale. Enfin, il est important de souligner que tout professionnel de santé entrant en contact avec une femme enceinte est légitime pour opérer une consommation. On pourrait se poser la question avec quelle patiente aborder le sujet. Mais étant donné les enjeux, le fait qu'il n'y ait pas de seuil sans risque et que l'alcool est souvent caché chez les femmes, la question reçoit une réponse évidente. Il faut être systématique. Et dans l'idéal, avec toutes les patientes en âge de procréer. Par exemple, il est important de profiter des consultations pour contraception, pour désir de grossesse, ou simplement de toute opportunité, d'autant plus si la patiente présente les facteurs de vulnérabilité déjà énoncés. De toute façon, l'abord de la question doit se faire le plus précocement possible dans la grossesse, afin de pouvoir agir sur les consommations plus tôt pour réduire les dommages. Quelques principes simples sont utiles pour développer l'alliance et la confiance mutuelle. De façon générale, il peut être intéressant d'intégrer les questions sur la consommation d'alcool aux questions concernant le mode de vie. Hygiène alimentaire, tabac, médicaments, activité physique, sommeil, ce qui peut en limiter le caractère stigmatisant éventuel. De principe, on croit ce que nous dit la patiente, car le patient a toujours raison. Mais on reste vigilant en cas de facteur de vulnérabilité, et on y reviendra donc plusieurs fois. Un point capital est d'essayer de recevoir la patiente seule, alors qu'elle est souvent accompagnée. Le passage en salle de soins est ainsi une opportunité pour aborder les questions gênantes vis-à-vis de l'entourage. Si l'entourage est présent, c'est l'occasion de lui demander de protéger la femme enceinte en lui évitant les tentations. Il est important d'éviter les questions fermées,
surtout si elles sont négatives, du type pas d'alcool ni de tabac. Vous ne buvez pas d'alcool. Ce type de question, suggérant la réponse négative comme une normalité, est une opportunité qui est vite saisie en cas de culpabilité. Évoquer la consommation avant la grossesse peut être très intéressant, en sachant que plus une femme consomme en dehors de la grossesse, plus elle a de risques de poursuivre sa consommation en étant enceinte. De plus, elle aura sans doute consommé juste avant de savoir qu'elle était enceinte, ce qui sera abordé dans un deuxième temps. Il faut également préférer citer les différentes boissons alcoolisées plutôt que de parler d'alcool en général. En effet, pour certaines, ceci n'évoque que des alcools forts et elles peuvent ne pas rapporter les consommations de vin, cidre, bière ou cocktail. Malgré toutes nos précautions, la déclaration d'une consommation d'alcool peut rester difficile pour la femme. Il est donc très important de rester vigilant, notamment chez les populations à risque ou comme nous l'avons vu précédemment. Il est également utile de connaître les signes d'appel devant nous faire suspecter une consommation d'alcool. Pour le fœtus, les signes échographiques, tels qu'un retard de croissance intra-utérin, une microcéphalie ou une anomalie de développement neurologique. De même chez la mère, un épisode de menace d'accouchement prématuré, une hypertension artérielle, des consultations répétées aux urgences ou parfois un VGM élevé associé à un fer sérique bas doivent nous faire suspecter une possible consommation. Tracer le repérage permettra de réinterroger la patiente sur la question et de renforcer le dépistage, surtout chez les patientes ayant déclaré une consommation nulle ou faible d'alcool. Si ces principes sont très utiles, il existe autant de façons d'aborder le sujet que de professionnels de santé. Il tient au praticien de choisir la manière avec laquelle il se sentira le plus à l'aise, tout en préservant l'alliance dans une approche empathique. Nous allons proposer ainsi différents exemples, sans prétendre à l'exhaustivité. Le professionnel peut utiliser la méthode de la question unique. Il s'agit d'une façon empathique et simple de lancer la discussion. Cette question permet d'explorer l'existence de consommation en début de grossesse sans le demander directement, ce qui est moins stigmatisant. En effet, une question unique, telle que « À quand remonte votre dernière consommation d'alcool ?» Vin, champagne, bière, cidre ou alcool fort, a montré une très bonne sensibilité pour détecter une consommation à risque. Le professionnel peut aborder la question sous la forme d'un dialogue de soutien dans une approche centrée patient. Il s'agit de lui permettre d'aborder ses préoccupations à elle. En effet, on a trop souvent tendance à se focaliser sur le bébé, sur sa protection, alors que nous avons la mère devant nous et ses propres difficultés. Tout au plus, la préoccupation de l'enfant doit venir d'elle. L'approche doit toujours être non critique et rassurante. Par exemple, que pouvez-vous me dire au sujet de vos habitudes de consommation d'alcool avant de savoir que vous étiez enceinte? Puis, avez-vous été en mesure de stopper ou de réduire votre consommation depuis? Et enfin, votre consommation d'alcool vous préoccupe-t-elle? L'objectif est qu'elle se sente libre, à l'aise, en confiance, pour révéler des détails sur sa situation personnelle. Le sujet peut être abordé également de façon à éveiller l'intérêt de la patiente. En effet, on peut introduire le sujet par une déclaration initiale. Par exemple, « Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une série de questions au sujet de votre mode de vie. Je pose ces questions à toutes mes patientes puisqu'elles sont importantes en ce qui concerne leur santé et celle de leurs enfants. Vous le voulez bien ?» Ceci permet de demander l'autorisation à la patiente qui nous ouvre ainsi la porte. On peut ensuite, par exemple, poser les questions au passé, afin que la patiente enceinte ne se sente pas stigmatisée par une question qui pourrait sous-entendre qu'elle consomme actuellement. Dans le cadre d'une semaine typique, à combien de reprises avez-vous habituellement pris un verre? Toujours de la même façon, ouvrir le dialogue, par exemple en interrogeant la patiente sur son désir de connaissance concernant la consommation d'alcool durant la grossesse. Que voulez-vous savoir des effets de la consommation d'alcool pendant la grossesse? Les questionnaires standardisés peuvent être utilisés pour quantifier le risque en cas de consommation actuelle. Plusieurs exemples sont présentés dans les documents référents.
La sévérité du trouble d'usage sera évaluée grâce au DSM-5, également présenté dans les documents référents. La biologie va permettre d'identifier certains dommages, mais est peu exploitable dans le repérage. Ce dernier repose essentiellement sur l'entretien dans le cadre d'une relation de confiance. Cette dernière diapositive vous présente la bibliographie utilisée pour ce tutoriel. Elle a été obtenue suite à une recherche bibliographique beaucoup plus importante. Plusieurs travaux de thèse ont été réalisés et figurent dans les documents référents que vous trouverez sur le site. La prochaine partie concerne l'intervention brève qui peut suivre le repérage. Cette partie a pour objectif de proposer les modalités d'une intervention brève, adaptée aux résultats du repérage réalisé, tel que présenté dans la partie 2 du tutoriel. La situation la plus fréquente est celle d'une abstinence totale depuis avant la conception. Figurent dans cette catégorie les femmes qui ne boivent jamais d'alcool, soit environ 20 à 30% d'entre elles. Ceci peut être le cas pour des raisons religieuses ou par intolérance, ou tout simplement parce qu'elles n'en aiment ni le goût ni les effets. Figurent également dans cette catégorie celles qui boivent de l'alcool de façon très épisodique et qui n'ont pas eu l'occasion de boire entre la conception et la connaissance de la grossesse. Enfin, il y a celles qui ont arrêté de boire depuis qu'elles essayent d'avoir un enfant. Donc on estime être dans cette situation dans plus de la moitié des cas, tout de même. Les choses sont alors simples. Il suffit de les féliciter et de les informer à minima. Il est dorénavant recommandé de ne pas consommer d'alcool pendant toute la grossesse. Si vous n'y parvenez pas, ou si vous en avez consommé même ponctuellement, n'hésitez pas à m'en parler. On peut remettre des dépliants d'informations sur les conséquences pour le bébé et sur les ressources pour les personnes ayant besoin d'aide. Le CRAG, Centre Ressources, Addiction et Grossesse, propose de tels documents que vous trouverez dans les documents utiles sur le site. Enfin, il convient de rester vigilant pour les personnes présentant des facteurs de vulnérabilité, car le risque de non-déclaration est bien sûr très important. Une autre situation fréquente est celle d'une patiente qui aurait consommé avant de se savoir enceinte. Elle a donc consommé pendant le début de sa grossesse, mais cette consommation est actuellement arrêtée. Il est important de féliciter la patiente sur sa décision en encourageant à poursuivre son abstinence. Dans cette situation, il est important de rassurer la patiente quant au faible risque malformatif. Et de toute façon, le suivi obstétrical sera d'autant plus attentif qu'elle nous a fait confiance en nous informant de ses consommations. L'échographie morphologique du deuxième trimestre sera la plus importante à ce niveau et ne doit pas être oubliée. Il faudra également être attentif à dépister d'éventuels signes de TCAF chez l'enfant une fois né. Une question fréquente dans cette situation est celle de l'avortement, et il faut bien dire à la patiente qu'il ne se justifie pas dans cette situation vu le faible risque. Enfin, il est important d'informer la patiente sur l'absence de seuil de consommation sans risque et donc que le principe de précaution est zéro alcool pendant tout le reste de la grossesse. Une situation moins fréquente est la poursuite d'une consommation malgré la connaissance de la grossesse. Cette situation va concerner moins d'une femme sur 6. Bien que l'intervention brève puisse s'appliquer à un peu toutes les situations, c'est sans doute dans celle-ci qu'elle va trouver toute son efficacité. Il est important de commencer par s'approprier le déroulé de ce qui est appelé une intervention brève, déroulé qui est mémorisable sous l'acronyme FRAM. Le F correspond au feedback. Il s'agit d'exposer à la patiente le résultat du repérage, le plus souvent en reformulant, c'est-à-dire en répétant au plus près ce qu'elle nous a dit, tout en restant empathique. Par exemple, donc si j'entends bien ce que vous me dites, votre dernière consommation d'alcool date d'il y a quelques jours, c'est bien cela ? Le R correspond à responsibility. Il s'agit de permettre à la patiente de prendre la main sur la discussion, car la motivation et la décision lui appartiennent. On lui donne la parole par une question ouverte. Par exemple, dans la situation évoquée, qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous pouvoir faire ? Comment pensez-vous procéder pour la suite de la grossesse vis-à-vis de l'alcool ? Le A correspond à advice. Il s'agit ici de donner son avis de soignant sur ce que la personne vient de proposer comme décision.
Je ne peux qu'approuver votre décision d'arrêter de boire, qui est la mieux adaptée pour vous et le bébé. Ou, apparemment vous avez des difficultés à ne pas boire d'alcool. Souhaitez-vous que l'on en parle? Le M correspond à menu. Il s'agit ici de proposer différentes stratégies de changement parmi lesquelles la patiente pourra choisir la mieux appropriée pour elle. Je pourrais vous donner quelques informations susceptibles de vous aider à comprendre pourquoi il est important d'arrêter l'alcool. Je pourrais aussi vous orienter vers la sage-femme addictologue du service qui a l'habitude d'aborder ce sujet. Et nous pourrions aussi en reparler ensemble. Qu'en pensez-vous? Que préférez-vous? Le E correspond à empathie. L'attitude est chaleureuse, dans une confiance mutuelle, avec absence de jugement. Elle est ni autoritaire, ni culpabilisante. Le S correspond à self-efficacy. Il s'agit ici de renforcer la motivation en soulignant les capacités et valeurs personnelles. En cas de poursuite de la consommation, l'intervention brève est importante afin de favoriser un changement de comportement. Mais le suivi obstétrical devra être très attentif, notamment au moment de l'échographie morphologique du deuxième trimestre, afin de dépister toute anomalie morphologique fœtale. Dans ce type de situation, la prise en charge doit de toute façon être multidisciplinaire. L'identification d'un trouble d'usage sévère selon le DSM-5 doit nous amener à orienter rapidement la patiente vers un addictologue. On pourra également, dans certaines situations, envisager une consultation pédiatrique anténatale. Il est important que la patiente choisisse un intervenant de confiance qui sera le référent, que ce soit le médecin généraliste, la sage-femme ou le gynécologue, afin d'espérer maintenir un suivi optimal. Son rôle est indispensable pour toujours faire le lien entre les différents intervenants. En cas de dénégation de la consommation, il faudra éviter la confrontation car celle-ci desservira la relation de confiance instaurée et n'améliorera pas la prise en charge finale de la patiente. C'est pourquoi nous partons du principe que la patiente a toujours raison, même si nous nous rendons compte que celle-ci consomme, nous irons dans son sens. Dans cette situation, il semble que se décentrer du problème de l'alcool est nécessaire pour permettre à la patiente d'évoquer plus globalement ses difficultés dans la vie et lui permettre de se confier. Par la suite, lorsque la patiente semble plus ouverte, nous pouvons revenir sur le sujet en demandant « M'autorisez-vous à évoquer vos consommations d'alcool ?» Lorsque le lien est créé, il faudra essayer d'orienter cette patiente vers une prise en charge addictologique. Pour terminer, il est indispensable de tracer la consommation d'alcool dans le dossier médical. Cette inscription facilitera la coordination entre les différents intervenants afin d'optimiser la prise en charge globale de la patiente. Cette consommation doit être consignée dans le dossier obstétrical, mais également dans le dossier du nouveau-né à la naissance afin que le pédiatre puisse envisager un dépistage d'éventuels TCAF. Il est important d'informer la patiente de cette inscription et de le faire dans la mesure du possible avec son accord, afin de ne pas rompre la relation de confiance qui est la base de toute cette prise en charge. La bibliographie mentionnée ici est une partie de celle ayant servi à la réalisation du tutoriel. Des éléments plus complets sont présents dans les documents référents sur le site. Merci pour votre attention. Cette quatrième partie du tutoriel sur les troubles causés par l'alcoolisation fœtale a pour objectif de présenter les modalités de repérage des TCAF chez le nouveau-né, l'enfant de moins de 6 ans, ceux de plus de 6 ans et chez l'adolescent. Il s'agira également de faciliter le remplissage pertinent des différents certificats obligatoires chez l'enfant et de proposer les orientations utiles pour la confirmation du diagnostic et du suivi. Dans un premier temps, nous évoquons les différentes généralités sur les TCAF, avec ou sans SAF. Par la suite, nous développerons, en fonction de l'âge, le nouveau-né, l'enfant avant 6 ans, l'enfant après 6 ans, les différentes particularités dont il faut tenir compte pour repérer les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Pour finir, nous verrons comment orienter l'enfant et sa famille face à ce diagnostic. Aucun seuil n'étant actuellement défini comme inoffensif, la conduite à tenir est toujours 0 alcool pendant la grossesse. Plus la quantité consommée est importante,
notamment en cas d'alcoolisation ponctuelle massive ou binge drinking, plus la prévalence et la gravité des conséquences augmentent. Donc toute consommation d'alcool pendant la grossesse doit être tracée. La mère doit être informée, soutenue et prise en charge en cas de difficulté avec l'alcool. Il sera souvent utile de s'appuyer sur les référents addiction et périnatalité présents dans les maternités ou les structures spécialisées en addictologie. Citons aussi l'équipe mobile addiction périnatalité par exemple. Dans le cadre de la réduction des risques et des dommages, toute diminution de la consommation sera bénéfique pour la mère et le fœtus. L'exposition prénatale à l'alcool est souvent un double facteur de vulnérabilité, avec d'une part les déficits constitutifs de l'embryo-fœtopathie alcoolique, et d'autre part les conditions de vie dégradées sur le plan socio-économique, éducatif et affectif. La notion d'enfant vulnérable sur le plan neurodéveloppemental recouvre, selon Toutain et Germano en 2016, toutes les situations où l'adéquation entre les capacités d'un enfant et ses conditions de vie n'est pas optimale, ne garantit pas un développement moteur, cognitif et affectif complet et harmonieux, ce qui peut conduire à un décalage des acquisitions psychomotrices, des difficultés d'apprentissage scolaire et une inadaptation sociale avec perte d'autonomie. Finalement, pourquoi est-il important de repérer ces enfants ? Pour l'enfant, cela doit permettre une orientation précoce vers une équipe spécialisée pour l'évaluation et le diagnostic, d'initier une prise en charge et un suivi personnalisé, poser un diagnostic étiologique de difficultés inexpliquées, afin de prévenir la survenue d'incapacités secondaires chez l'enfant atteint et d'améliorer son intégration sociale. Pour la famille, le repérage de ces enfants permet d'apporter une aide et un soutien adapté. Un autre objectif est le dépistage de la fratrie et la prévention de nouvelles grossesses en contexte d'alcoolisation. Afin d'aider au repérage des troubles cliniques chez l'enfant, certains examens de santé sont remboursés intégralement par la sécurité sociale, pouvant ainsi être systématiquement proposés aux familles. Les moments clés pour ces examens sont avant la sortie de la maternité, au cours de la 2e semaine de vie, une fois par mois jusqu'à 6 mois, dont 2 consultations au 3e et 5e mois pouvant être réalisées par une infirmière puéricultrice, puis au 9e, 11e, 12e, 18e et 24e mois. Au-delà de 2 ans, il est conseillé de consulter annuellement le médecin de l'enfant. Les examens sont alors systématiquement pris en charge à 3 ans ou au cours de la 4e année, à 6 ans, à 8 ans, 11 et 13 ans et entre 14 et 18 ans. Les examens avant la sortie de la maternité, du 9e mois et du 24e mois, sont envoyés par le pédiatre ou le médecin généraliste via un certificat de santé à l'organisme de protection maternelle et infantile référent. Ce lien direct avec la PMI permet déjà le repérage des familles en difficulté et l'orientation vers une structure pluridisciplinaire en cas de vulnérabilité. Tous ces examens sont réalisés par le médecin généraliste, le pédiatre ou le médecin de PMI. L'examen de la 6e année peut également être effectué par le médecin scolaire. Cela crée alors un lien entre l'école et la médecine de ville, important pour le suivi de l'enfant en cas de retard de développement. Le suivi régulier de l'enfant facilite la prise en charge en réseau et le repérage systématique des possibles signes d'alerte. On ne saurait trop insister sur l'importance de la réalisation de ces certificats et sur l'importance de bien tracer les éléments dans le carnet de santé. Quel que soit l'âge, la croissance est touchée. De ce fait, une microcéphalie traduisant une insuffisance de croissance cérébrale ainsi qu'un retard staturo-pondéral non carentiel inférieur au 10e percentile doivent également faire penser à une exposition prénatale à l'alcool. Ces éléments, présents dès la naissance ou non, se corrigent parfois secondairement. Intéressons-nous plus particulièrement au nouveau-né. Tout nouveau-né fait l'objet d'un examen clinique approfondi. Certains signes devront éveiller notre attention, d'autant plus que l'exposition prénatale à l'alcool a été tracée. La présence de 3 traits faciaux caractéristiques doivent faire penser à un syndrome d'alcoolisation fœtale ou SAF, des fentes oculaires étroites, un philtrome lisse
et une lèvre supérieure fine et étroite. D'autres signes peuvent étayer le diagnostic mais ne contribuent pas à confirmer ou réfuter le diagnostic de SAPH. Une racine du nez effondrée, un menton petit en retrait ou un hypertellorisme, c'est-à-dire une augmentation de la distance entre les deux orbites. Il est possible de n'avoir qu'un ou deux éléments. Le tableau est alors en faveur d'un SAPH partiel en présence d'une exposition prénatale à l'alcool. En grandissant, les traits faciaux peuvent s'atténuer ou se modifier. Des malformations ou dysplasies d'organes peuvent également être retrouvées. Elles doivent être systématiquement recherchées. Les organes atteints sont principalement le cœur, les organes sensoriels, les voies urinaires et le système ostéo-articulaire. Elles ne sont pas nécessaires au diagnostic mais seront à rechercher en cas de SAPH ou simplement d'exposition prénatale à l'alcool connue. Les malformations cardiaques et rénales peuvent être dépistées au cours des échographies anténatales, mais aussi en postnatal. Les atteintes auditives peuvent être recherchées dès les premières semaines de vie. Un examen spécialisé auditif sera nécessaire pour tout nourrisson de moins de 6 mois s'il n'a pu bénéficier d'un dépistage néonatal par les méthodes objectives. Un examen spécialisé ophtalmologique sera nécessaire dans les premières semaines de vie. Nous allons maintenant aborder les troubles liés aux anomalies de développement cérébral causées par l'alcool. Ces troubles neurodéveloppementaux ou fonctionnels peuvent être isolés ou associés à un syndrome malformatif. Il faut penser à une possible exposition fœtale à l'alcool en cas de troubles cognitifs inexpliqués tels que des difficultés à s'habituer aux stimuli, à établir des routines ou des troubles du sommeil, ainsi qu'en cas de troubles moteurs inexpliqués tels qu'une agitation, une irritabilité ou des difficultés d'allaitement et d'alimentation avec succion faible. Pour repérer tous ces signes d'alerte, il existe plusieurs certificats aidant au repérage. Voici le premier certificat de santé obligatoire à remplir la première semaine de vie, souvent réalisé par le pédiatre avant la sortie de la maternité. En cas de signes d'alerte non spécifiques ou isolés, tels qu'un retard de croissance, une microcéphalie, la notion d'une exposition prénatale à l'alcool, un trouble malformatif ou du comportement, celui-ci devra être rapporté sur ce certificat et une surveillance rapprochée sera de rigueur. Intéressons-nous maintenant à l'enfant de moins de 6 ans. Nous rappelons sur cette diapositive les traits faciaux caractéristiques devant faire évoquer une exposition prénatale à l'alcool, à savoir des fentes oculaires étroites, un philtrum lisse et une lèvre supérieure fine et étroite. Voici le certificat de santé du 9e mois. Chez le nourrisson, les signes d'alerte à consigner restent, comme évoqué dans la partie généralité, les troubles fonctionnels tels qu'un retard d'acquisition psychomotrice, la présence d'une microcéphalie, d'un retard de croissance, de troubles visuels ou auditifs et la présence de troubles de l'alimentation ou du sommeil ou d'éléments malformatifs. Il faut bien tracer nos conclusions. Un élément isolé ne pose pas le diagnostic, mais il convient de surveiller son évolution afin d'instaurer un suivi spécialisé si besoin. Voici maintenant le certificat de santé du 24e mois avec les items devant faire penser à une exposition prénatale à l'alcool. Il s'agit toujours de troubles du développement psychomoteur, de troubles de la croissance et ou malformatifs. Ces éléments sont à surveiller ou nécessitent une expertise. Les conclusions et les propositions doivent être clairement consignées dans le certificat. Chez l'enfant d'âge préscolaire, soit de moins de 6 ans, les manifestations fonctionnelles qui doivent faire penser à une possible exposition fœtale à l'alcool sont des troubles cognitifs tels que les difficultés d'attention prolongées sur les activités qui peut retentir sur les apprentissages, une mauvaise mémoire à court terme, une perturbation du sommeil, de la régulation, de l'orientation ou de l'habituation ou un retard de développement, en particulier du langage et de la motricité fine. Des troubles sociaux et émotionnels tels qu'une attitude démesurément amicale, une irritabilité avec accès de colère ou difficulté avec les transitions et les règles, un possible attachement insécurisé ou des symptômes de dépression. Des troubles moteurs tels qu'une hyperactivité avec hypersensibilité possible au toucher ou à la surstimulation, ainsi que des troubles visuomoteurs. Passons à présent à l'enfant après 6 ans.
Cette diapositive rappelle les traits faciaux caractéristiques devant faire penser à une exposition prénatale à l'alcool: les fentes oculaires étroites, le philtrum lisse et la lèvre supérieure fine et étroite que nous connaissons bien maintenant. Chez l'enfant de plus de 6 ans, les traits faciaux peuvent s'atténuer ou se modifier avec, par exemple, une hypertrophie du nez et du menton, alors que la microcéphalie persiste. Ensuite, chez l'enfant d'âge scolaire, soit de plus de 6 ans, les manifestations fonctionnelles devant faire penser à une possible exposition prénatale à l'alcool, associée ou non à un syndrome dysmorphique, sont des troubles cognitifs entravant l'apprentissage scolaire, avec dyslexie, dyscalculie, troubles de la mémoire à court terme et de travail, un déficit intellectuel avec QI abaissé, une pensée abstraite déficiente, des troubles de la planification et de la flexibilité mentale. Comme pour l'enfant de moins de 6 ans, une attitude démesurément amicale avec un manque d'inhibition et des troubles dans la régulation de l'affect peuvent exister, ainsi que des troubles moteurs à type de troubles de l'attention avec hyperactivité ou hypercinésie, ou un syndrome déficitaire de l'attention avec hyperkinésie, des troubles dans les habiletés motrices, pour la motricité fine, la motricité globale et les habiletés graphomotrices ou visuomotrices. Ces troubles peuvent avoir été repérés par un ou les deux parents, un proche, l'enseignant, etc. Il convient d'y prêter attention, d'en réaliser une évaluation et d'orienter l'enfant vers un professionnel et ou une structure adaptée pour la prise en charge. Chez l'adolescent, maintenant, le médecin ou les proches pourront être alertés, même en l'absence de dysmorphie, par des troubles cognitifs comme un déficit de l'attention avec hyperactivité, un manque de jugement et une impulsivité, un retard mental léger à modéré, des troubles scolaires, mais aussi des troubles du comportement avec opposition, provocation, intolérance avec frustration, défiance de l'autorité, agressivité avec violence verbale et ou physique, comportement destructif. Et enfin, des difficultés d'intégration scolaire et avec les attitudes adaptatives et de vie, ainsi que des attitudes à risque et addiction. Tout cela provoque de graves troubles d'ajustement à la vie, pouvant aller jusqu'au délit. Quand et vers qui et comment orienter ces enfants? En cas de signe d'alerte retrouvé à l'examen clinique, quand orienter le nouveau-né, l'enfant ou l'adolescent vers un médecin spécialisé ou une équipe pluridisciplinaire? Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2013, il faudra toujours orienter l'enfant si l'exposition prénatale à l'alcool est connue et significative, c'est-à-dire une consommation régulière importante ou des épisodes de consommation excessive, ou si les 3 éléments faciaux caractéristiques sont présents, ou si l'exposition fœtale à l'alcool est probable, associée à un élément facial et à un retard de croissance et ou à un trouble neurodéveloppemental. En cas de doute diagnostique, les troubles pouvant être difficiles à caractériser à cet âge, il ne faudra pas hésiter à renouveler l'évaluation diagnostique à un âge plus avancé. Dans tous les cas, et même en l'absence d'un diagnostic étiologique, les aides et la rééducation doivent être mises en place. Mais vers qui orienter l'enfant? En région Nouvelle-Aquitaine, le parcours de soins pour ces enfants n'étant pas encore tout à fait défini, nous pouvons seulement en schématiser les grandes lignes possibles actuellement. En cas de suspicion forte de SAF, ils pourront être orientés directement vers un centre d'action médico-sociale précoce ou CAMP. Devant une exposition prénatale à l'alcool confirmée ou un signe d'alerte isolé inexpliqué, c'est-à-dire un retard de croissance ou une microcéphalie, une malformation, un retard psychomoteur, des troubles des apprentissages, de l'attention, du comportement et ou de l'adaptation sociale, l'enfant et sa famille peuvent être orientés d'une part vers le service de protection maternelle et infantile ou PMI de secteur ou vers un pédiatre. D'autre part, la prise en charge fonctionnelle des troubles est essentielle. En cas de trouble neurodéveloppemental ou neurocomportemental, quelle que soit l'étiologie, la rééducation doit être débutée le plus précocement possible. En fonction du ou des troubles présentés, l'enfant sera orienté vers l'orthoptie, l'orthophonie, la psychomotricité ou la psychologue. Tous ces acteurs permettent une évaluation puis une prise en charge globale et personnalisée de l'enfant et de sa famille. En cas de difficulté à orienter l'enfant et sa famille vers des ressources adaptées sur leur territoire de vie, le professionnel pourra s'adresser au réseau Périnate Nouvelle-Aquitaine, nouveau-né vulnérable, quand il sera en place. Au final,
Le diagnostic étiologique guide la prise en charge afin d'augmenter les capacités adaptatives de l'enfant, qu'il s'agisse de TCAF ou d'atteintes liées à un diagnostic différentiel. L'analyse fonctionnelle et comportementale de l'enfant reste difficile, mais indispensable à des interventions ciblées et réellement adaptées à ses besoins. La prise en charge spécialisée conjointe de la mère paraît nécessaire en cas de difficulté avec l'alcool, indispensable à sa stabilité addictive et psychologique dans l'intérêt de l'enfant. Enfin, l'information, l'écoute et l'accompagnement de l'enfant et de sa famille dans les jours et semaines suivant l'annonce sont nécessaires à la réussite de la prise en soin. Pour conclure, on peut retenir que, quelle que soit la situation, il faudra toujours organiser un accompagnement médico-psychosocial de l'enfant et de sa famille. Le diagnostic positif et l'annonce du handicap présent et à venir nécessitent cet accompagnement et permet de rectifier certaines interprétations erronées ou réductrices des difficultés de l'enfant. L'annonce de la suspicion de troubles liés à l'alcoolisation fœtale doit être préparée et encadrée. Le caractère culpabilisant pour la famille biologique, en particulier pour la mère, avec un sentiment de stigmatisation, sont omniprésents. Tout ce cheminement devra se faire avec délicatesse, empathie, en imaginant la culpabilité portée par les parents et surtout la mère, ainsi qu'en valorisant les qualités humaines dont a fait preuve la mère en évoquant ses consommations. On doit avoir pleinement conscience du fardeau de cet aveu dans notre culture et insister sur le fait qu'il doit être partagé avec l'entourage, qui porte également sa part de responsabilité, le plus important étant d'en diminuer les dommages pour l'enfant et pour l'avenir de la famille. La complexité des troubles et des situations cliniques exige une prise en charge en réseau et une coordination pluridisciplinaire. Pour faciliter et fluidifier le parcours de ces enfants et plus généralement des enfants qui ne vont pas bien, il serait pertinent d'évaluer l'apport d'un centre de diagnostic et d'évaluation des troubles neurodéveloppementaux, en charge, comme son nom l'indique, de poser un diagnostic, une évaluation et un parcours de santé pour les enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux, dont les enfants ayant été exposés à l'alcoolisation fœtale. Il faudra également toujours prendre en considération l'existence de facteurs de vulnérabilité afin d'apporter une prise en charge globale et optimale. La prise en charge spécialisée conjointe de la mère est toujours nécessaire en cas de difficulté avec l'alcool, indispensable aux interactions mère-enfant et à la stabilité addictive et psychologique dans l'intérêt de l'enfant. Cette diapositive présente quelques-unes des références utilisées pour construire cette partie. Des documents plus complets, comme les différentes thèses de doctorat en médecine réalisées autour de ce projet, sont consultables sur le site internet alcool-grossesse.com. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute et merci tout particulièrement à l'ensemble des professionnels ayant participé à l'élaboration de ce tutoriel.